Bonjour chers amis. Saviez-vous que près de 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées? Si ces histoires vous plaisent, je vous encourage à vous abonner et à liker la vidéo. Cela m'aide beaucoup. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Le départ. Ce soir-là, le thermomètre de mon tableau de bord affichait -42. À de telles températures, la différence entre Celsius et Fahrenheit n'a plus d'importance. Le froid est simplement le froid. Le genre de froid qui transforme le diesel en gelée si vous laissez le moteur tourner au ralenti trop longtemps. Le genre de froid qui peut vous tuer en 15 minutes si vous sortez sans équipement adéquat. Je conduisais sur la Dalton Highway depuis 11 ans, et je croyais comprendre ce que l'Arctique pouvait faire à un homme. Je me trompais. Je m'appelle Ryland Merrick, et je transporte des marchandises pour Polar Express Logistique, basé à Fairbanks. Principalement du matériel industriel, des fournitures de forage, parfois des denrées congelées pour les camps du Nord. La Dalton, c'est 400 miles de gravier, de glace et d'isolement, s'étendant de Fairbanks jusqu'à la baie de Prudhoe. En été, c'est brutal. En hiver, c'est autre chose. Quelque chose qui s'insinue dans vos os et y reste. Ce soir de novembre, je transportais des raccords de tuyaux vers une installation de maintenance au sud de Coldfoot. Une mission de routine. Je l'avais faite peut-être 200 fois auparavant. La météo annonçait un ciel dégagé et des vents modérés, ce qui, par ici, signifie que vous pourriez peut-être voir la route devant vous. Je quittais Deadhorse vers 20 h, prévoyant de conduire toute la nuit pour atteindre Coldfoot au matin. Les aurores boréales étaient visibles, de grands rideaux verts et violets ondulant dans le ciel comme quelque chose de vivant, à la fois beau et inquiétant. L'étrangeté de la nuit. Pendant les 3 premières heures, tout était normal. La route était en bon état, de la neige tassée avec des plaques de glace que mes chaînes pouvaient gérer. Je croisais quelques camions, échangeais les salutations radio habituelles, et m'installais dans le rythme de la conduite. Le chauffage fonctionnait bien. J'avais du café dans mon thermos, et la vieille station de country de Fairbanks passait suffisamment bien pour me tenir compagnie. Une nuit comme une autre sur la route. C'est vers le kilomètre 230 que les choses commencèrent à changer. Je ne peux pas pointer un moment précis où tout bascula. C'était plutôt un changement progressif, comme lorsque la lumière change quand un nuage passe devant le soleil, sauf qu'il n'y avait ni soleil ni nuage, seulement l'obscurité et mes phares qui la transperçaient, et l'infini blanc de la toundra s'étendant de chaque côté. La première chose que je remarquai fut le silence à la radio. Le canal 19 était calme depuis un moment, ce qui n'était pas inhabituel à cette heure, mais cela semblait différent, plus lourd. J'essayai d'appeler plusieurs fois pour voir si quelqu'un était là. Prior, Deadhorse Sud au kilomètre 230. Quelqu'un m'entend? Rien. Pas même de parasite, juste un sifflement vide qui semblait avaler ma voix. Je me dis que les montagnes bloquaient le signal. Il y a des zones mortes tout le long de la Dalton où vous ne pouvez contacter personne, peu importe vos efforts. C'est l'une des raisons qui rendent cette route si dangereuse. Si vous tombez en panne au mauvais endroit, vous pourriez attendre des heures, voire des jours, avant qu'un autre camion ne passe. Mais j'avais déjà traversé ces zones mortes de nombreuses fois, et cela ne ressemblait pas à ça. Cela ressemblait à quelque chose qui absorbait les ondes radio, comme si quelque chose écoutait mais refusait de répondre. Le froid insidieux. La deuxième chose que je remarquai fut le froid. Pas la température extérieure, qui était stable à -40, mais le froid à l'intérieur de ma cabine. Mon chauffage fonctionnait à plein régime, comme toujours. Mais la chaleur semblait moins substantielle, comme diluée. Je pouvais sentir des courants d'air venir d'endroits où il ne devrait pas y en avoir. Les coins du pare-brise, les joints autour des portes, comme des doigts de glace sont dans leur chemin à l'intérieur, testant les limites de mon abri. Je vérifiais tous les joints et les aérations. Tout semblait normal. Le thermomètre indiquait 20 degrés Celsius dans la cabine, comme d'habitude, mais cela ne ressemblait pas à 20 degrés Celsius. Cela ressemblait à quelque chose qui volait la chaleur, degré par degré, si progressivement que vous ne le remarqueriez que lorsqu'il serait trop tard. Je secouais cette sensation et me concentrais sur la route. Probablement mon imagination. Probablement l'isolement et l'obscurité qui me jouaient des tours. J'avais conduit pendant plus de 6 heures, et la fatigue peut faire des choses étranges à l'esprit. Je me dis que je m'arrêterai au prochain relais pour m'étirer les jambes, prendre l'air, réinitialiser mon cerveau. C'est alors que je vis les phares dans mon rétroviseur.
La présence invisible. D'abord, je fus soulagé. Un autre camion sur la route signifiait que je n'étais pas complètement seul ici. Je regardais les lumières grandir alors que le véhicule me rattrapait, et je me décalais légèrement pour lui laisser de la place pour me doubler. Mais les lumières ne me doublèrent pas. Elles se placèrent derrière moi, à environ 400 mètres, et y restèrent. Je ralentis un peu, pensant qu'ils voulaient peut-être profiter de mon sillage pour économiser du carburant. Certains conducteurs font cela sur les longs trajets. Mais quand je ralentissais, ils ralentissaient. Quand j'accélérais, ils accéléraient, maintenant toujours cette même distance. Toujours ces deux points lumineux flottant dans l'obscurité derrière moi. Je saisis ma radio et essayai de les contacter. Un camion sud sur la Dalton derrière moi. Ici Merrick dans le Kenworth bleu. Vous voulez me doubler ou vous prévoyez de me suivre jusqu'à Fairbank? Je gardais un ton léger, plaisantant. Juste un conducteur parlant à un autre, mais il n'y eut aucune réponse. Juste ce sifflement vide qui semblait encore plus plat qu'avant. Peut-être que leur radio était en panne. Cela arrive. Je décidai de me garer au prochain élargissement et de les laisser passer. Il y avait un relais dans environ 3 km, un endroit où la route s'élargissait suffisamment pour que les camions puissent s'arrêter sans bloquer la circulation. Je mis mon clignotant et commençai à ralentir. Les lumières derrière moi s'éteignirent. Une seconde, elles étaient là, 2 points brillants dans mes rétroviseurs, et la seconde suivante, elles avaient disparu. Pas de gradation, pas de virage, juste éteinte, comme si quelqu'un avait coupé l'interrupteur. Je fixai mes rétroviseurs pendant un long moment, essayant de comprendre ce que je voyais. La route derrière moi était complètement sombre, vide, comme si aucun autre camion n'avait jamais été là. Je me garai quand même et m'arrêtai. Mes mains tremblaient légèrement alors que je mettais le camion au point mort, et je me dis que c'était juste à cause du froid. Je saisis ma lampe torche et descendis de la cabine. L'air gelé me frappa comme un coup physique. Ma respiration sortait en épais nuages blancs qui restaient suspendus dans l'air avant de se dissoudre. Le silence était absolu. Pas de vent, pas de bruit de moteur d'un autre véhicule. Aucun son, sauf le tic-tac de mon propre camion alors que le moteur refroidissait. Je marchais le long de la route, éclairant l'obscurité avec ma lampe torche. Le faisceau semblait faible ici, avalé par la nuit presque immédiatement. Je pouvais voir peut-être 15 mètres avant que la lumière ne s'éteigne et ne se fonde dans le néant. La route derrière moi était vide. Aucune trace de pneus, sauf les miennes. Aucun signe qu'un autre véhicule avait été là. Je restais là pendant peut-être 5 minutes, sentant le froid s'infiltrer à travers mes couches de vêtements, écoutant le silence. Les aurores boréales dansaient toujours au-dessus de moi, mais elles semblaient plus ternes maintenant, plus lointaines. J'eus soudain l'impression irrationnelle d'être observé, que quelque chose, là-bas dans l'obscurité, me regardait en retour, attendant de voir ce que je ferais. Je remontai dans mon camion et restai assis là un moment, le moteur tournant, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Peut-être avais-je tout imaginé. La fatigue, les hallucinations. Ce n'était pas rare lors de ces longs trajets de nuit. Vos yeux vous jouent des tours. Votre cerveau invente des motifs qui n'existent pas. J'avais probablement vu un reflet de mes propres phares ou les phares d'un camion sur une route parallèle, ou quelque chose d'autre qui avait une explication parfaitement raisonnable. Mais je n'y croyais pas. J'avais conduit trop longtemps pour confondre un reflet avec un véhicule réel. Ces lumières m'avaient suivi délibérément, puis elles avaient disparu d'une manière qui n'était pas naturelle. Je pensais à Joël Bracan. Joël était mon partenaire de convoi habituel sur les longs trajets, un conducteur solide avec 20 ans d'expérience sur les routes du Nord. Il était censé rouler devant moi cette nuit-là, transportant une cargaison d'équipements de forage vers la même installation à Coldfoot. Nous avions prévu de nous retrouver au passage de la rivière Yukon et de faire le reste du trajet ensemble. Pour la sécurité et le nombre, surtout en hiver. Mais Joël m'avait contacté par radio cet après-midi pour dire qu'il avait du retard. Des problèmes mécaniques à Dead Horse. Il serait quelques heures derrière moi. J'essayais de le joindre par radio. Joël, ici Ryland. Tu m'entends, mon pote? Rien. Ce même silence plat. J'essayais Mara Kinsey à la centrale, mais elle ne répondait pas non plus. La radio n'était pas cassée. Je pouvais entendre les parasites, l'onde porteuse vide, mais personne ne répondait. Je restais assis dans ma cabine, regardant les aurores boréales pulser et scintiller au-dessus de la toundra gelée, et je me sentis plus seul que je ne l'avais jamais été de ma vie.
Ce n'était pas seulement l'isolement. J'avais déjà été seul sur la route de nombreuses fois. C'était autre chose. C'était le sentiment que le monde que je connaissais avait glissé, d'une manière ou d'une autre, pendant que je ne regardais pas. Et j'étais maintenant dans un endroit qui semblait le même, mais qui n'était pas le même. Un endroit où les règles étaient différentes. Je vérifiais mon GPS. Il montrait ma position correctement, là, sur la Dalton Highway, à 30 miles au nord de la rivière Yukon. Tout semblait normal sur l'écran, l'itinéraire, les bornes kilométriques, le terrain. Mais le temps estimé pour atteindre Coldfoot était faux. Il aurait dû indiquer environ 3 heures. Au lieu de cela, il indiquait 7h42. Je fixais l'écran, essayant de comprendre. Peut-être que le système avait recalculé en fonction du trafic ou des conditions routières. Mais il n'y avait pas de trafic ici et les conditions routières n'avaient pas changé. Je réinitialisai l'appareil et entrai à nouveau ma destination. Cette fois, il indiqua 4h15. Je le réinitialisai à nouveau. 6h03. Chaque calcul était différent du précédent, comme si la distance jusqu'à Coldfoot changeait constamment. J'éteignis le GPS et repris la route. Je naviguerai en fonction des bornes kilométriques, comme nous le faisions avant tout l'équipement électronique. La Dalton Highway est bien balisée. Vous savez toujours où vous êtes si vous faites attention aux panneaux. Je n'avais pas besoin d'un satellite pour me dire comment atteindre Coldfoot. J'avais conduit sur cette route des centaines de fois. Je pourrais le faire les yeux fermés. La rencontre inquiétante. L'heure suivante fut calme. Plus de phares fantômes, plus d'étranges sensations. Juste moi, la route et le paysage blanc infini. Je commençais à me détendre un peu. À penser que peut-être j'avais fait une montagne d'un rien. Le stress, la fatigue et trop d'heures seul dans le noir. Cela arrive à tout le monde, tôt ou tard. Puis la radio grésilla. Ce n'était pas une voix d'abord, juste un son, une sorte de pulsation rythmique qui coupait les parasites, comme quelqu'un tapant sur un micro. Tape, tape, tape. 3 coups, puis silence, puis 3 autres coups. Je saisis le combiné et répondis. Ici Merrick, sud sur la Dalton. Qui essaie de me joindre? Le tapotement s'arrêta. Pendant un moment, il n'y eut que le sifflement du canal ouvert. Puis une voix, faible et déformée, comme si elle venait de très loin ou à travers une interférence. Fais demi-tour. 2 mots. C'était tout. Une voix qui aurait pu être masculine ou féminine. Qui aurait pu être jeune ou vieille. Impossible à dire à travers les parasites et la distorsion. Mais les mots étaient clairs. Fais demi-tour. Je pressai le micro. Répétez. Qui est-ce? Que voulez-vous dire par fais demi-tour? La même voix, le même ton plat. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Elle répétait ces 2 mots en boucle, comme un enregistrement, comme un signal d'avertissement programmé pour se déclencher automatiquement chaque fois que quelqu'un atteignait une certaine fréquence. Je changeai de canal, mais la voix me suivit. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Je changeai encore et encore, et elle était là sur chaque canal, remplissant la cabine de cette répétition monotone. J'éteignis la radio. Le silence qui suivit fut presque pire. Au moins avec la voix, il y avait quelque chose, une présence, même si elle était hostile ou menaçante. Maintenant, il n'y avait rien. Juste moi, la route, l'obscurité et cette sensation à nouveau. Cette sensation d'être observé depuis un endroit que je ne pouvais pas voir. Je conduisis plus vite. Je savais que c'était dangereux de forcer l'allure sur une route comme celle-ci, surtout la nuit, surtout seul. Mais je voulais atteindre Coldfoot. Je voulais être entouré d'autres personnes, d'autres conducteurs, de quiconque pouvait me dire que le monde était encore normal et que je perdais simplement la tête. Je voulais entendre la voix de Joël à la radio, me taquinant à propos de quelque chose comme il le faisait toujours. Je voulais que Mara me dise que la centrale avait reçu mon signalement et que tout allait bien. Les bornes kilométriques défilaient. 220, 215, 210. Je faisais bon temps. À cette allure, j'atteindrais le passage de la rivière Yukon dans environ 40 minutes, puis 2 heures de plus jusqu'à Coldfoot. Je pouvais y arriver. Il me suffisait de continuer à conduire et de ne pas penser aux phares qui avaient disparu, aux voix répétant les mêmes 2 mots, ou au GPS incapable de calculer une simple distance. La figure sur la route.
À la borne 205, je vis quelque chose qui me fit freiner brusquement. Une silhouette se tenait sur le bord de la route. Elle était juste visible à la lisière de mes phares, une forme sombre contre la neige blanche, de forme humaine, parfaitement immobile, faisant face à mon camion. Je ralentis en m'approchant, essayant de voir plus clairement. Ici, une personne à pied pouvait signifier une panne, un accident, quelqu'un en sérieuse difficulté. On ne passe pas simplement à côté. Peu importe la nuit étrange que vous passez, vous vous arrêtez et vous vérifiez. Mais en m'approchant, je réalisais que quelque chose n'allait pas. La silhouette ne bougeait pas, ne me faisait pas signe, ne marchait pas vers moi, ne faisait aucune des choses qu'une personne en détresse ferait en voyant un camion s'approcher. Elle se contentait de rester là, à regarder. Je m'arrêtais à environ 50 mètres et mis mes phares. La silhouette était toujours là, toujours immobile. Je pouvais maintenant voir qu'elle portait des vêtements sombres, un manteau épais et un pantalon qui se fondaient dans l'obscurité, mais je ne pouvais pas distinguer de visage. La tête était là, sa forme, mais les traits étaient d'une manière ou d'une autre obscurcis, cachés, comme s'il n'y avait rien à voir. Je restais assis dans mon camion pendant un long moment, fixant cette forme dans mes phares. Chaque instinct me disait de ne pas sortir. Chaque instinct me disait de mettre le camion en marche et de passer aussi vite que possible. Mais si c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide? Et si j'étais tellement perturbé par tout ce qui s'était passé que j'allais laisser quelqu'un mourir de froid sur le bord de la route? Je saisis ma radio et essayai une dernière fois. Ici Méric, sud à la borne 205. Il y a quelqu'un sur la route ici. Si quelqu'un m'entend, veuillez répondre. Rien. Je regardais à nouveau la silhouette. Elle n'avait pas bougé, n'avait fait aucun geste ni signal, se contentant de rester là à me regarder avec ce qu'elle avait à la place d'un visage. Je pris une décision. Je mis le camion en marche et commençai à avancer lentement, prêt à m'arrêter si elle se plaçait sur mon chemin. En m'approchant, la silhouette resta parfaitement immobile. J'étais peut-être à 20 mètres quand je réalisai quelque chose qui me glaça le sang. Il n'y avait aucune empreinte de pas dans la neige autour d'elle. Le bas-côté de la route était recouvert de poudre fraîche, intacte à l'exception des traces de mes propres pneus. Mais autour de la silhouette, la neige était lisse et intacte, comme si elle n'avait pas marché jusqu'ici, comme si elle était simplement apparue, matérialisée à partir de l'air gelé comme une pensée devenue solide. Je ne m'arrêtais pas. J'enfonçai l'accélérateur et passai, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Dans mes rétroviseurs, je pouvais voir la silhouette se retourner pour me regarder partir, cette tête vide tournant pour suivre mon camion alors que je m'éloignais. Je ne regardais pas en arrière à nouveau. Je gardai les yeux sur la route et conduisis. La découverte terrifiante. Les bornes kilométriques continuaient de défiler. 200, 195, 190. Je me rapprochais du passage de la rivière Yukon, plus près d'autres personnes, d'autres camions, d'une certaine normalité. Je me dis que tout irait bien une fois que j'y serais. Tout ce qui se passait sur ce tronçon de route cesserait une fois que j'aurais atteint le passage. Ces choses n'arrivent pas dans des endroits où d'autres personnes peuvent voir. Mais même en y pensant, je savais que ce n'était pas vrai. Quoi que ce soit qui était avec moi cette nuit, cela ne me laisserait pas partir si facilement. Je pouvais le sentir dans le froid qui continuait de s'infiltrer dans ma cabine malgré le chauffage. Je pouvais le sentir dans le silence de la radio. Je pouvais le sentir dans la manière dont l'obscurité semblait presser contre mes vitres, épaisse et lourde, comme quelque chose essayant d'entrer. Et quelque part derrière moi, à la limite de mes rétroviseurs, je crus voir à nouveau des phares. Les phares restèrent avec moi pendant les 20 miles suivants. Ils ne se rapprochaient jamais et ne reculaient jamais, toujours à cette même distance, peut-être 400 mètres, flottant dans mes rétroviseurs comme deux yeux pâles. J'essayais tout. J'accélérais à 70, ce qui est dangereux sur la Dalton dans de bonnes conditions et presque suicidaire lors d'une nuit gelée comme celle-ci. Les lumières suivirent mon allure. Je ralentis jusqu'à une vitesse d'escargot, espérant qu'elles me doubleraient. Elles ralentirent aussi. Je me garai 2 fois, assis avec le moteur au ralenti et ma lampe torche pointée vers la fenêtre arrière. Les 2 fois, les lumières s'arrêtèrent quand je m'arrêtais et repartirent quand je repartis, mais elles ne s'approchèrent jamais assez pour que je puisse voir à quel type de véhicule elles appartenaient. La 3e fois que je me garai, je sortis du camion. Je ne sais pas ce que je pensais. Peut-être que je ne pensais pas du tout. Peut-être avais-je simplement atteint le point où ne pas savoir était pire que toute réponse possible. Je saisis ma lampe torche et une clé à molette derrière le siège et marchai le long de la route,
mes bottes crissant sur le gravier gelé. Le froid était sauvage, pire qu'avant. Mon visage devint engourdi en quelques secondes. Mes yeux se mirent à pleurer et les larmes gelèrent sur mes joues. Mais je continuais à marcher, pointant ma lampe torche vers ces lointains phares, essayant de voir au-delà de ce qui se trouvait derrière. Je marchais peut-être 200 mètres. Les phares ne bougèrent pas. Ils restèrent simplement là, brûlant dans l'obscurité, me regardant approcher. Je pouvais sentir mon cœur battre contre mes côtes. Ma respiration sortait en halètements raclés qui se cristallisaient dans l'air autour de moi. J'avais peur, plus peur que je ne l'avais jamais été de ma vie. Mais j'étais aussi en colère. En colère contre ceux qui me jouaient ce tour. En colère contre ma propre peur. Quand j'étais à environ 100 mètres des lumières, elles s'éteignirent. Comme avant. Une seconde elles étaient là, la suivante elles avaient disparu. Je restais au milieu de la route, la lampe torche tremblant dans ma main, fixant l'obscurité vide où les lumières avaient été. Rien. Aucun bruit de moteur, aucun mouvement, aucune trace de pneus dans la neige. Juste la nuit, le froid et le silence pressant de tous côtés. Je courus vers mon camion. Je n'ai pas honte de l'admettre. Je courus comme un enfant effrayé, mes poumons brûlants à cause de l'air gelé, mes jambes maladroites dans mon équipement lourd. Je grimpai dans la cabine, verrouillai les portes et restai assis là à trembler pendant un long moment avant de me sentir assez en confiance pour conduire à nouveau. La route sans fin. Le passage de la rivière Yukon était censé être à 15 miles devant moi. J'avais surveillé les bornes kilométriques avec attention, les comptant à rebours, 185, 180, 175. Mais quand je regardais mon odomètre, les chiffres n'avaient aucun sens. Selon mes calculs, j'aurais dû avoir atteint le passage maintenant. J'aurais dû voir le pont, les bâtiments, les lumières de la station de maintenance. Au lieu de cela, il n'y avait que plus de route, plus d'obscurité, plus de tundra gelée s'étendant dans le néant. Je vérifiai à nouveau mon GPS. L'écran clignotait maintenant, l'affichage sautant entre différentes vues comme s'il ne pouvait pas décider de ce qu'il devait me montrer. Pendant un moment, je vis ma position clairement, là, sur la route, à environ 8 km au nord du passage. Puis l'écran se brouilla en parasite. Puis il me montra un endroit complètement différent, une localisation dans la chaîne Brox à au moins 80 km de l'endroit où j'aurais dû être. Puis à nouveau des parasites, puis ma position correcte. Puis rien. Je l'éteignis et conduisis à l'instinct. Je connaissais cette route. Je l'avais conduite si souvent que je pouvais sentir les courbes et les pentes dans mes os. Le passage devait être proche. Il le devait. La radio se ralluma toute seule. Je ne l'avais pas touchée. Je l'avais laissée éteinte après que cette voix avait commencé à se répéter. Mais soudain, elle était à nouveau allumée. Le volume était monté au maximum, remplissant la cabine de parasites et de fragments de son. J'attrapai le bouton pour l'éteindre. Mais alors j'entendis quelque chose qui me fit m'arrêter. Rylan. Mon nom, prononcé clairement à travers les parasites. Une voix que je reconnus presque. Rylan, ici Joël. Tu me reçois. Joël, mon partenaire de convoi, l'homme qui était censé rouler derrière moi cette nuit-là. J'attrapai le combiné si vite que je faillis le faire tomber. Joël, je te reçois. Où es-tu, mon pote? J'ai essayé de te joindre depuis des heures. Des parasites. De longues secondes de rien. Puis sa voix à nouveau, mais différente cette fois. Déformée, comme si elle était filtrée à travers quelque chose qui ne comprenait pas tout à fait comment fonctionnait la parole humaine. Je suis derrière toi, Rylan. J'ai été derrière toi tout ce temps. Mon sang se glaça. Je regardais dans mes rétroviseurs, mais la route derrière moi était sombre. Aucun phare. Aucun signe d'un autre véhicule. Joël, je ne te vois pas. Quelle est ta position? Juste derrière toi. Sa voix était plate maintenant. Sans émotion. Je te suis depuis Deadhorse. Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté quand j'ai clignoté avec mes phares? Je me suis arrêté, dis-je. Je me suis arrêté 3 fois. Il n'y avait personne là. J'étais là, Rylan. J'ai toujours été là. Pourquoi ne veux-tu pas me regarder? Les poils de mes bras se hérissèrent. Ce n'était pas Joël. Quoi que ce soit qui parlait à travers cette radio avec cette voix, ce n'était pas mon ami. Joël avait une femme et 2 enfants à Fairbanks.
Joël racontait de terribles blagues et se plaignait de son dos et s'identifiait toujours correctement à la radio. Il ne parlerait jamais comme ça, ne sonnerait jamais comme ça. Qui est-ce ? Dis-je. Ce n'est pas Joël. À qui est-ce que je parle ? Silence. Puis un son qui aurait pu être un rire, mais qui était faux. Trop aigu, trop long. Pas un son qu'une gorge humaine aurait pu produire. Tu aurais dû faire demi-tour, riant. La voix était différente maintenant, plus grave, plus âgée. Cette même voix qui avait répété ces deux mots. Maintenant, il est trop tard. La radio s'éteignit. Pas seulement silencieuse, mais morte. La lumière d'alimentation éteinte, l'écran vide. J'essayais l'interrupteur, changeais de canaux, essayais tout. Rien ne fonctionna. La radio était morte. Je conduisis plus vite. Le paysage changeait. Je ne l'avais pas remarqué au début, trop concentré sur la route, la radio et les phares qui apparaissaient et disparaissaient. Mais maintenant, je pouvais voir que le terrain n'était pas normal. La Dalton Highway traverse des vallées fluviales et des cols de montagne avec des repères spécifiques à des emplacements spécifiques. Je les connaissais tous. Les courbes douces près de l'étagère de Chandalar, les pentes raides du côté sud du col d'Atiguin, la longue ligne droite approchant du Yukon. Mais la route sur laquelle je me trouvais maintenant ne correspondait à aucun de ces repères. Les courbes arrivaient au mauvais endroit. Les pentes étaient trop raides ou trop douces. Le terrain de chaque côté était inconnu, des formations rocheuses et des rivières gelées que je n'avais jamais vues en 11 ans de conduite sur cet itinéraire. Je me dis que c'était juste l'obscurité, juste la désorientation de conduire seul la nuit sans radio ni GPS, avec seulement mes propres phares pour me montrer le chemin. Mais je n'y croyais pas. Je connaissais cette route. Je la connaissais comme je connaissais mon propre nom. Et ce n'était pas elle. La tempête et la lumière. La neige commença environ 20 minutes plus tard. Elle vint de nulle part. Un moment, le ciel était dégagé, les aurores boréales encore visibles au-dessus. Le moment suivant, l'air était épais de blanc, des flocons si denses que je pouvais à peine voir le capot de mon propre camion. Je ralentis jusqu'à une vitesse d'escargot, mes phares se réfléchissant sur le mur de neige devant moi. La visibilité tomba à peut-être 10 mètres, puis 5, puis plus rien du tout. J'avais déjà traversé des tempêtes de neige. Elles font partie de la vie sur la Dalton, surtout en hiver. Vous ralentissez, vous restez calme, vous gardez vos roues sur la route et vous attendez que ça passe. Mais celle-ci était différente. Cette neige ne se comportait pas comme de la neige normale. Elle ne tombait pas d'en haut tant qu'elle apparaissait tout autour de moi, se matérialisant à partir de l'air lui-même. Et elle n'était pas froide, ou plutôt, elle était froide, mais elle semblait fausse, artificielle, comme le froid d'un congélateur ouvert plutôt que le froid d'une tempête naturelle. J'arrêtai le camion. Il n'y avait aucun intérêt à conduire quand je ne pouvais pas voir la route. J'attendrai que la tempête passe, puis je continuerai jusqu'au passage. Cela ne pouvait pas être loin maintenant. Cela ne pouvait pas l'être. Le silence dans la cabine était total. Avec la radio morte et le moteur au ralenti, il n'y avait rien à entendre sauf ma propre respiration et le doux sifflement de la neige contre le pare-brise. J'étais assis là, dans ce cocon de blanc. Me sentant très petit et très seul. Me sentant comme si le reste du monde avait disparu et m'avait laissé ici, dans cette petite poche d'existence, coupé de tout ce que je connaissais. C'est alors que j'entendis le coup. 3 coups secs contre la portière côté conducteur, comme quelqu'un debout à l'extérieur demandant à entrer. Je sursautai si fort que je me cognai la tête contre le toit de la cabine. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient. Je regardais la portière, mais la vitre était complètement couverte de neige. Je ne pouvais rien voir à l'extérieur. Je ne pouvais pas dire s'il y avait vraiment quelqu'un là ou si le son venait d'ailleurs. Le moteur, le châssis, quelque chose qui bougeait dans le froid. 3 autres coups, plus forts cette fois, plus insistants. Qui est là, appelai-je. Ma voix sonnait étrange dans le silence de la cabine, fine et faible. Bonjour, qui est là dehors? Aucune réponse, juste la neige et le silence et la sensation de quelque chose qui attendait de l'autre côté de la portière. Je pensais à la silhouette que j'avais vue plus tôt, debout sur le bord de la route sans empreinte de pas autour d'elle, debout là dans le froid avec rien là où son visage aurait dû être. Si cette chose était dehors près de ma portière maintenant, si elle essayait d'entrer. Le coup vint à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas sur la portière. C'était sur le pare-brise,
juste devant moi, là où mon visage aurait été si la vitre n'avait pas été là. Coup. Je pouvais voir la neige bouger à chaque impact. Quelque chose appuyant contre le pare-brise de l'extérieur assez fort pour faire trembler la vitre dans son cadre. Je me recroquevillai sur mon siège, me pressant contre le côté passager de la cabine, aussi loin du pare-brise que possible. Ma main trouva la clé à molette sur le siège passager, et je la serrai fort, sachant qu'elle serait inutile contre quoi que ce soit dehors, mais ayant besoin de tenir quelque chose de solide quand même. Le coup s'arrêta. Je restai assis là pendant un long moment, à peine respirant, attendant que cela recommence. Mais il n'y avait rien. Juste la neige et le silence. Quoi que ce soit qui avait été dehors près de mon camion, quoi que ce soit qui avait essayé d'attirer mon attention, c'était parti. Où cela attendait. Après peut-être 15 minutes, la neige commença à se dissiper. Le mur blanc devant mon pare-brise devint lentement translucide, puis transparent. Je pouvais voir des formes émerger de la tempête. La route, le bas-côté, l'atteindra au-delà. Tout recouvert de poudre fraîche, lisse et intacte. Je cherchais des traces, des empreintes de pas. Tout signe que quelque chose avait été debout dehors près de mon camion, mais il n'y avait rien. La neige autour de mon véhicule était immaculée, intacte, comme la neige autour de cette silhouette sur la route, comme s'il n'y avait jamais eu rien là du tout. Je n'y croyais pas. J'avais entendu ces coups. J'avais senti le pare-brise trembler. Quelque chose avait été là, quelque chose de réel et de solide. Mais la neige racontait une histoire différente. La neige disait que j'étais seul. Je mis le camion en marche et commençai à conduire à nouveau. La tempête avait passé aussi vite qu'elle était venue, et le ciel était à nouveau dégagé. Les aurores boréales étaient de retour, dansant et scintillant. Mais elles avaient l'air différentes maintenant, plus rouges, plus en colère, comme si quelque chose les avait dérangées, les avait agitées de leurs mouvements habituels et d'où vers quelque chose de plus violent. Les bornes kilométriques commencèrent à réapparaître. 165, 160, 155. Je me rapprochais du passage. Je devais l'être. Les chiffres ne mentaient pas. Il me suffisait de continuer à conduire et de faire confiance à la route pour m'emmener là où j'avais besoin d'aller. Le camion abandonné. À la borne 150, je vis l'autre camion. Il était garé sur le bas-côté, faisant face au sud. Les feux de détresse clignotaient. Un grand Kenworth bleu, même modèle que le mien, même couleur, même logo de la compagnie sur la portière. Je ralentis en m'approchant, essayant de voir à l'intérieur de la cabine. Peut-être était-ce Joël. Peut-être m'avait-il devancé d'une manière ou d'une autre et était en panne. Peut-être ce cauchemar allait-il se terminer avec une explication simple et une histoire que nous raconterions à d'autres conducteurs pendant des années. Mais en me garant à côté de l'autre camion, je vis que la cabine était vide. La portière était grande ouverte, la lumière intérieure allumée, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Pas de conducteur, pas de passager, juste un siège vide et une tasse de café posée sur le tableau de bord, de la vapeur s'élevant encore du liquide à l'intérieur. J'arrêtai mon camion et restai assis là un moment, regardant cet autre Kenworth, regardant la tasse de café. Qui que ce soit qui conduisait ce camion était parti très récemment. Tellement récemment que son café était encore chaud. Mais où était-il parti? Il n'y avait rien ici. Pas de bâtiment, pas d'abri, aucune raison pour quiconque de s'éloigner de son véhicule. Et avec ce froid, personne ne laisserait sa portière grande ouverte. Pour aucune raison. À moins de ne pas avoir le choix. J'aurais dû continuer. Je le savais. Chaque instinct me disait d'appuyer sur l'accélérateur et de m'éloigner de ce camion vide avec sa portière ouverte et son café fumant et son absence totale d'explication. Mais je ne le fis pas. Je devais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait sur cette route cette nuit-là. Je descendis de ma cabine et marchai vers l'autre camion. Le froid me mordit immédiatement, des aiguilles de glace perçant à travers mon équipement. Ma respiration sortait en épais nuages blancs. Mes bottes craquaient sur la neige gelée. En m'approchant, je pouvais voir plus de détails. Le camion était identique au mien en tout point. Même année, même modèle, même configuration, même les mêmes éraflures et bosses que j'avais accumulées au fil des années sur ces routes difficiles. Je regardais la portière, le logo de la compagnie peint là. Polar Express Logistique, ma compagnie, et en dessous du logo, le numéro du camion et le nom du conducteur. Merrick, mon nom sur un camion qui n'était pas le mien. Sur un camion qui était garé là,
vide, sur le bord de la route, avec sa portière grande ouverte et son café encore chaud. Je restais là, dans le froid, fixant ce nom, essayant de comprendre, essayant de trouver une explication qui n'impliquerait pas l'impossible. Une erreur, une coïncidence, un autre conducteur avec le même nom. Mais même en y pensant, je savais que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas un autre conducteur. Ce n'était pas une erreur. C'était mon camion. D'une manière ou d'une autre, impossiblement, c'était mon camion garé ici sur le bord de la route, ce qui signifiait que je regardais mon propre camion, toujours au ralenti à quelques mètres de là. Je regardais la portière, le logo, le nom peint là. Méric, le même. Les deux camions identiques, les deux noms identiques. Comme si j'avais d'une manière ou d'une autre été divisé en deux. Et qu'une version de moi avait continué à conduire tandis qu'une autre version s'était arrêtée ici et était partie dans la nuit gelée, ou comme si quelque chose d'autre avait copié mon camion. Créé un double, un leurre. Je reculais du Kenworth vide, mes yeux balayant l'obscurité autour de moi, cherchant un mouvement, cherchant le conducteur qui aurait dû être là, cherchant ce qui avait fait cette copie et l'avait placée ici pour que je la trouve. C'est alors que je vis les empreintes de pas. Elles s'éloignaient de la portière ouverte, traversaient le bas-côté et s'enfonçaient dans la toundra. Une seule série de traces, nette et claire dans la neige fraîche. Des empreintes de bottes, des semelles qui ressemblaient exactement à celles que je portais. Elles allaient tout droit depuis le camion, peut-être 50 mètres, puis elles s'arrêtaient. Juste s'arrêtaient, comme si celui qui les avait faites avait marché dans la toundra vide et avait ensuite disparu, cessé d'exister, été emporté. Je suivis les traces des yeux jusqu'à ce point où elles s'arrêtaient. La neige là-bas était intacte. Aucun signe de lutte. Aucun signe de quoi que ce soit. Juste les empreintes de pas, puis plus rien. Je courus vers mon camion. Je ne marchais pas. Je ne regardais pas en arrière. Je courus aussi vite que je le pus dans mon équipement lourd, ma respiration déchirant mes poumons, mes jambes brûlant. Je grimpai dans la cabine, claquai la portière, la verrouillai, mis le camion en marche et partis. Je ne regardais pas l'autre Kenworth en passant. Je ne voulais plus le voir. Je ne voulais plus penser à ce que cela signifiait. La dernière étape. Les bornes kilométriques continuaient de défiler. 145, 140, 135. Je roulais vite maintenant, plus vite que je n'aurais dû, plus vite que ce n'était sûr. Mais je m'en moquais. J'avais besoin d'atteindre le passage. J'avais besoin de trouver d'autres personnes, d'autres camions, une preuve que le monde existait encore au-delà de ce cauchemar de route. À la borne 130, la radio se ralluma. Je ne l'avais pas touchée. La lumière d'alimentation était toujours éteinte, l'écran toujours vide, mais un son venait des haut-parleurs. Ce même tapotement rythmique, ce même signal. Tape, tape, tape. Puis la voix. Tu l'as trouvé, riant. Le ton plat, inhumain. Les mots qui n'étaient pas tout à fait des mots. Tu as trouvé ce que nous avons laissé pour toi. Maintenant, tu comprends. Maintenant, tu sais ce qui arrive aux conducteurs qui ne font pas demi-tour. Je saisis le combiné et hurlai dedans. Qui es-tu? Que veux-tu de moi? Que se passe-t-il sur cette route? Silence. Puis ce son qui aurait pu être un rire. La route prend ce dont elle a besoin, riant. Elle a pris tant de conducteurs qui sont venus par ici et ne sont jamais repartis. Des conducteurs qui sont encore ici, qui conduisent encore, qui cherchent toujours le passage qu'ils n'atteindront jamais. Tu aurais pu faire demi-tour. Tu aurais pu écouter. Mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu es à nous. La radio mourut à nouveau. Morte, silencieuse, froide. Je regardais la route devant moi, l'obscurité sans fin s'étendant au-delà de mes phares. Je regardais les bornes kilométriques qui comptaient à rebours vers une destination qui semblait s'éloigner à mesure que je m'en approchais. Je regardais mes rétroviseurs, la route vide derrière moi. Vide. Plus de phares. Plus maintenant. Et d'une manière ou d'une autre, c'était la chose la plus terrifiante de toutes. Je conduisis pendant une autre heure sans voir un seul véhicule. Les bornes kilométriques continuaient de compter à rebours, mais elles avaient cessé d'avoir un sens. 125, 120, 115. Selon ces chiffres, j'aurais dû avoir traversé la rivière Yukon il y a 40 miles. J'aurais dû être bien passé Coldfoot maintenant, grimpant vers le col d'Atigun, laissant ce cauchemar derrière moi. Mais le passage n'arriva jamais.
Le pont n'apparut jamais. Juste plus de routes, plus d'obscurité, plus de tundra gelée s'étendant dans le néant. J'avais arrêté de vérifier mon odomètre. Les chiffres là-bas ne correspondaient pas aux bornes kilométriques, et ils ne correspondaient pas à ma propre sensation de la distance parcourue. Le temps était devenu glissant, lui aussi. L'horloge de mon tableau de bord indiquait qu'il était un peu plus de 3 heures du matin, mais cela faisait des jours, des semaines que je conduisais, comme si la nuit s'était étirée autour de moi et refusait de se terminer. Le froid empirait. Mon chauffage fonctionnait toujours à plein régime. Le ventilateur en position haute, le thermomètre indiquant 20 degrés Celsius. Mais la cabine semblait une glacière. Je pouvais voir ma respiration maintenant. De faibles nuages blancs se formant devant mon visage. Du givre rampait à l'intérieur du pare-brise. Des motifs délicats de glace qui s'étendaient un peu plus à chaque fois que je regardais. Je grattais avec mon gant, mais il revenait en quelques minutes. Le froid était maintenant à l'intérieur du camion, avec moi. J'essayais de réfléchir clairement, d'essayer de comprendre quoi faire. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Quoi que ce soit derrière moi était pire que ce qui était devant. Je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, je gèlerais. La seule option était de continuer à conduire, continuer à avancer, et espérer qu'éventuellement j'atteindrais un endroit, n'importe quel endroit, un endroit qui aurait un sens. Le niveau de carburant baissait plus vite qu'il n'aurait dû. J'avais fait le plein à Dead Horse avant de partir, rempli les 2 réservoirs. Cela aurait dû me donner assez de diesel pour atteindre Fairbank avec une bonne marge. Mais l'aiguille était déjà en dessous de la moitié, descendant vers le quart. Je consommais du carburant à un rythme impossible, comme si le moteur travaillait plus dur qu'il n'aurait dû, comme si quelque chose vidait les réservoirs de l'extérieur. Je pensais à nouveau à Joël. Le vrai Joël, pas la chose qui m'avait parlé à travers la radio. Il aurait dû être quelque part derrière moi, empruntant le même itinéraire, transportant sa cargaison vers la même destination. Si j'avais gardé une vitesse normale au lieu de foncer à travers la nuit, il aurait peut-être pu me rattraper. Nous aurions pu rouler ensemble maintenant, regardant les feux arrière de l'autre, nous tenant compagnie à travers l'obscurité. Mais j'avais conduit trop vite, et il était parti trop tard. Et maintenant, j'étais seul ici avec ce qui que ce soit qui jouait à ces jeux. Les aurores boréales avaient changé à nouveau. Elles ne dansaient plus. Elles pulsaient, des vagues rythmiques lentes de rouge et de vert qui roulaient dans le ciel comme un battement de cœur. Je ne les avais jamais vues bouger comme ça auparavant. Jamais vu des couleurs aussi profondes et saturées qui semblaient briller de leur propre lumière interne. Elles étaient belles et terribles en même temps, et je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder. Même si je savais que je devrais surveiller la route. C'est alors que je remarquai les autres lumières. Ce n'étaient pas des phares. Elles étaient plus petites, plus faibles, dispersées sur la toundra des 2 côtés de la route. Au début, je pensais que c'étaient des reflets. Mes propres lumières se réfléchissant sur la glace ou la neige. Mais elles étaient de la mauvaise couleur. Bleu pâle, presque blanc, flottant juste au-dessus du sol. Des dizaines, peut-être des centaines, réparties sur le paysage gelé comme des étoiles tombées du ciel et restées coincées. Je ralentis, essayant de comprendre ce que je voyais. Les lumières ne bougeaient pas. Pas exactement. Elles pulsaient au même rythme que les aurores boréales au-dessus, s'illuminant et s'estompant en vagues lentes. Elles semblaient être disposées en motifs, en grappes et en lignes qui auraient pu être aléatoires ou délibérées. Je ne pouvais pas dire. Je ne pouvais pas comprendre. J'arrêtai le camion. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais promis de ne plus m'arrêter. Pas après l'autre Kenworth, pas après les empreintes de pas qui ne menaient nulle part. Mais quelque chose chez ces lumières me fit vouloir regarder de plus près, me fit vouloir comprendre. Je restai assis dans ma cabine et fixai la toundra. Les lumières étaient partout maintenant, couvrant le paysage aussi loin que je pouvais voir. Ce n'étaient pas des reflets. Ce n'était pas naturel. C'était autre chose, quelque chose qui ne devrait pas exister, et elle m'entourait. L'une d'elles commença à bouger. Elle s'éleva lentement du sol, dérivant vers la route, vers mon camion. Elle faisait peut-être la taille d'une balle molle, bleu pâle et lumineuse, et elle se déplaçait avec une sorte de détermination qui me donna la chair de poule, comme si elle savait où elle allait, comme si elle venait spécifiquement pour moi. Je la regardais approcher, la regarder flotter à travers le bas-côté et venir se poser juste à l'extérieur de ma vitre côté conducteur. Elle resta là, pulsant doucement, et j'eus soudain l'impression écrasante qu'elle me regardait,
qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de cette lumière, une intelligence, une conscience, qu'elle voulait quelque chose de moi. Je me pressais contre le côté passager de la cabine, aussi loin que possible de cette lumière. Ma main trouva à nouveau la clé à molette. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. La lumière flottait simplement là. Patiente, attendant. Le froid dans la cabine empirait. Je pouvais le sentir maintenant. Une présence physique appuyant contre ma peau, s'infiltrant dans mes os. Puis la lumière bougea à nouveau. Elle dérive vers l'avant, vers le pare-brise, et le traversa. Je ne veux pas dire qu'elle brisa la vitre. Je veux dire qu'elle la traversa comme si le pare-brise n'était pas là du tout. Un moment elle était dehors, et le moment suivant elle était dedans, flottant dans l'air devant moi. Je pouvais sentir le froid qui en émanait. Un froid douloureux qui faisait paraître la nuit arctique chaude en comparaison. Je pouvais sentir autre chose aussi. Une pression dans ma tête, une présence, quelque chose essayant de pénétrer dans mon esprit comme il avait pénétré dans mon camion. Je balançais la clé à molette. Je ne sais pas ce que j'attendais qu'il arrive. On ne peut pas frapper la lumière. On ne peut pas blesser quelque chose qui n'a pas de substance. Mais je balançais quand même, un coup sauvage et désespéré, et la clé traversa la lumière et heurta le tableau de bord avec un craquement qui résonna dans la cabine. La lumière vacilla, oscilla. Puis elle recula à travers le pare-brise et rejoignit les autres dehors. Pendant un long moment, rien ne se passa. Les lumières restèrent simplement là, flottant au-dessus de la toundra, pulsant selon leur rythme lent. Puis, tout à coup, elles s'éteignirent. Obscurité, totale et complète. Les aurores boréales avaient également disparu, laissant le ciel noir et vide. Mes phares étaient la seule illumination, deux faisceaux faibles coupant à travers la nuit, me montrant la route devant et rien d'autre. Le froid dans la cabine commença à diminuer lentement, degré par degré. Le givre sur le pare-brise commença à fondre. Je restais assis là pendant un long moment, tremblant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La lumière était entrée dans mon camion. Elle avait été ici avec moi, et elle avait essayé de faire quelque chose, essayer de prendre contact ou de prendre le contrôle, ou je ne sais quoi. Si je n'avais pas frappé, si j'étais simplement resté assis là et l'avais laissé faire, je ne voulais pas y penser. Je mis le camion en marche et commençai à conduire à nouveau. La route devant était sombre et vide. La toundra de chaque côté était sombre et vide. Tout était sombre et vide, et j'étais la seule chose en mouvement à travers ce vide gelé, cet endroit qui n'était pas tout à fait le monde que je connaissais. La fin du cauchemar ? La radio se ralluma à nouveau. Je sursautai en entendant les parasites, mes mains tressaillant sur le volant. Mais cette fois, ce n'était pas la voix plate ou le signal de tapotement. Cette fois, c'était autre chose. Quelque chose qui me fit me pencher en avant et monter le volume, même si chaque instinct me disait de ne pas le faire. C'était de la musique. De la vieille musique. De la musique country des décennies passées. Grésillante et faible, comme si elle était diffusée de très loin. Je reconnus la chanson. C'était l'une de celles que mon père écoutait quand j'étais enfant, un morceau de Hank Williams sur la solitude et la route ouverte. Je restais assis à l'écouter, ce fantôme de chanson flottant à travers les parasites. Et pendant un moment, je me sentis presque bien, presque comme si les choses pourraient redevenir normales. Puis la chanson s'arrêta en plein couplet et la voix revint. Ryland-Méric, sud sur la Dalton Highway, 17 novembre. Sais-tu quel jour nous sommes, Ryland ? Je saisis le combiné. Que veux-tu dire par quel jour nous sommes ? C'est le 17 novembre. J'ai quitté Dead Horse il y a 6 heures. Silence. Puis ce son qui ressemblait presque à un rire. 6 heures. Est-ce que c'est ce que tu penses ? Est-ce que c'est ce que ton horloge te dit ? Je regardais le tableau de bord. L'horloge indiquait toujours 3h15. La même heure qu'elle indiquait quand je l'avais regardée une demi-heure plus tôt. La même heure qu'elle indiquait quand je l'avais regardée une heure avant cela. Les chiffres ne changeaient pas. L'horloge s'était arrêtée. Combien de temps, demandai-je dans le combiné. Combien de temps suis-je resté ici ? Assez longtemps. La voix était différente maintenant. Plus douce. Presque triste. Assez longtemps pour qu'ils aient arrêté de te chercher. Assez longtemps pour que ton nom soit sur la liste avec tous les autres. Tous les conducteurs qui sont venus par ici et n'ont jamais atteint l'autre côté. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac.
Plus froid que l'air arctique, plus froid que la lumière qui avait essayé de pénétrer dans mon esprit, un froid qui venait de la compréhension, du savoir. Joël, dis-je. Joël est-il sur cette liste? Joël a fait demi-tour. La voix était à nouveau plate, sans émotion. Joël a écouté. Joël ne m'a jamais averti. Joël n'a jamais rien dit à propos de faire demi-tour. Non, mais nous, si. Nous t'avons averti et tu n'as pas écouté. Personne ne nous écoute jamais. Vous pensez que la route vous appartient. Vous pensez que vous pouvez conduire à travers n'importe quelle nuit et atteindre l'autre côté. Mais la route ne vous appartient pas, Rylan. C'est vous qui appartenez à la route. La radio se tut. Je continuais à conduire. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Les bornes kilométriques avaient cessé d'apparaître. La route continuait simplement, droite, plate et sans fin. Je ne pouvais voir aucun repère, aucun panneau, rien qui pourrait me dire où j'étais ou combien de chemin il me restait à parcourir. Juste la route, l'obscurité et mes phares repoussant la nuit. Le niveau de carburant était presque vide maintenant. Il me restait peut-être 20 miles, peut-être moins. Quand le diesel serait épuisé, le moteur s'arrêterait. Le chauffage cesserait. Le froid entrerait pour de bon. Pas le froid rampant qui testait mes défenses, mais le froid mortel. Celui qui me gèlerait solide dans ma cabine et me laisserait là pour quiconque me trouverait, si jamais quelqu'un me trouvait. Je pensais à ma femme. Nous étions mariés depuis 8 ans. Elle connaissait les risques de ce travail. Elle savait que chaque fois que je partais pour une course, il y avait une chance que je ne revienne pas, mais elle ne m'avait jamais demandé d'arrêter. Elle comprenait que c'était qui j'étais, que conduire était dans mon sang, que j'avais besoin de la route comme d'autres hommes ont besoin d'air ou d'eau. Elle me demandait simplement d'être prudent, de rentrer sain et sauf. Je ne rentrerai pas sain et sauf. Je le savais maintenant. Quoi que ce soit qui se passait sur cette route ce soir, cela ne me laisserait pas partir. Cela avait pris trop d'autres. Cela ne ferait pas d'exception pour moi. Le moteur toussa. Je regardais le niveau de carburant. L'aiguille était en dessous de la ligne rouge maintenant, dans la zone où les réservoirs étaient censés être vides. Mais le moteur continuait à tourner, toussant et octant, luttant pour rester en vie. Je caressais l'accélérateur, essayant de faire passer chaque dernière goutte de diesel à travers les injecteurs, essayant de le faire aller un peu plus loin. Une lumière apparut devant moi. Pas les lumières bleu pâle de la Tundra. Celle-ci était différente. Jaune, chaude, le genre de lumière qui vient des bâtiments et des fenêtres et des endroits où vivent les gens. Je me redressais sur mon siège, à peine osant y croire. Une lumière signifiait une ville, une station, un abri. Une lumière signifiait d'autres personnes. Une lumière signifiait que je n'étais pas seul. Le moteur toussa à nouveau, plus fort cette fois, et le camion commença à ralentir. J'appuyais sur l'accélérateur, mais il n'y avait plus rien à donner. Le diesel était épuisé. Le moteur fonctionnait aux vapeurs et à la fois, et ni l'un ni l'autre ne durerait beaucoup plus longtemps. La lumière se rapprochait. Je pouvais voir maintenant la forme d'un bâtiment, une structure basse avec des fenêtres et une porte et de la fumée s'élevant d'une cheminée. Un relais routier, l'un des vieux relais qui étaient autrefois dispersés le long de la Dalton avant que la plupart ne ferment. J'avais entendu des histoires à leur sujet, ces reliques des jours de l'oléoduc, mais je n'en avais jamais vu un encore en activité. Je ne savais même pas qu'il en restait. Le moteur s'arrêta quand j'étais peut-être à 100 mètres du bâtiment. Le camion s'immobilisa, silencieux, sombre. Le ventilateur du chauffage ralentit et s'arrêta. Le froid commença à entrer immédiatement, des doigts de glace atteignant chaque fissure et jointure. J'avais quelques minutes, peut-être moins, avant que la cabine ne devienne un congélateur. Je saisis mon manteau et ma lampe torche et descendis du camion. Le froid me frappa comme un mur, si intense qu'il me coupa le souffle. Je pouvais sentir ma peau se resserrer, mes poumons brûler. Le relais routier était à 100 mètres. Il me suffisait de parcourir 100 mètres. Je commençais à marcher, à courir. Mes jambes étaient raides après des heures dans la cabine, et mon équipement était lourd, et le froid faisait tout ce qu'il pouvait pour m'arrêter. Mais la lumière était là, chaude et jaune et réelle, et je gardais les yeux fixés dessus et ne regardais pas en arrière. La porte du relais routier s'ouvrit quand j'étais peut-être à 6 mètres. Une silhouette se tenait là, en contre-jour par la lueur de l'intérieur. Je ne pouvais pas distinguer les traits, ne pouvais pas dire si c'était un homme ou une femme, juste une forme attendant, me regardant approcher.
J'atteignis la porte et passai devant la silhouette, dans la chaleur, dans la lumière. Je restais là, haletant, tremblant, sentant la chaleur imprégner mon corps gelé, me sentant sauvé, comme si j'avais réussi, comme si le cauchemar était enfin terminé. Puis je me retournai et regardai la silhouette qui avait ouvert la porte. Et le cauchemar empirait. L'homme debout dans l'embrasure de la porte portait mon visage. Pas un visage similaire. Pas une ressemblance familiale. Mon visage. Les mêmes yeux, la même mâchoire, la même cicatrice au-dessus du sourcil gauche, là où je m'étais coupé sur un rétroviseur de camion il y a 15 ans. Il portait les mêmes vêtements que moi, le même manteau, les mêmes bottes. Il me regardait avec une expression que j'avais vue 1000 fois dans mon propre miroir. Ce mélange d'épuisement et de lassitude qui vient de trop d'heures sur la route. Je reculai en trébuchant loin de lui et heurtai une table derrière moi. Le choc renversa une tasse de café et j'entendis le bruit du verre se brisant sur le sol, mais je ne regardais pas en bas. Je ne pouvais pas détourner les yeux de cette chose qui me ressemblait. Elle sourit. Mon sourire. Celui, tordu, que ma femme disait toujours me donnait l'air de m'en tirer à bon compte. « Tu as réussi », dit-elle. Ma voix. Exactement ma voix. Jusqu'au léger enrouement que j'ai quand j'ai trop parlé ou respiré trop d'air froid. Nous n'étions pas sûrs que tu y arriverais. La plupart ne vont pas aussi loin. J'essayais de parler, mais rien ne sortit. Ma gorge était gelée. Tout mon corps était gelé. Et pas à cause du froid. La chose qui me ressemblait fit un pas en avant. Je pouvais voir maintenant qu'elle n'était pas parfaite. Les détails étaient justes, mais quelque chose n'allait pas dans la façon dont ils s'assemblaient. Les proportions étaient légèrement décalées. Les mouvements étaient trop fluides, trop lisses, comme quelque chose qui avait appris à imiter un être humain, mais ne comprenait pas tout à fait comment les pièces étaient censées fonctionner. « Tu as des questions », dit-elle. Ils ont toujours des questions. Mais les questions n'ont pas d'importance. Les réponses n'ont pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est que tu es ici maintenant, avec nous. Je trouvai ma voix. Qu'est-ce que tu es ? Elle inclina la tête. Ce geste que je fais quand je réfléchis à quelque chose. Nous sommes ce que la route fait. Nous sommes les conducteurs qui n'ont pas fait demi-tour. Nous sommes ceux qui ont continué quand ils auraient dû s'arrêter, qui ont forcé le passage quand ils auraient dû écouter. Nous sommes toi, Rylan, ou nous le serons. Je regardais autour du relais routier pour la première fois. Il était vieux, délabré, le genre d'endroit qui n'avait pas vu d'entretien depuis des décennies. Les meubles étaient couverts de poussière. Les fenêtres étaient sombres et sales. Il y avait d'autres personnes assises à des tables et debout le long des murs. Et chacune d'elles me regardait. Des hommes et des femmes d'âge et de morphologie différents, avec des visages différents. Mais ils avaient tous cette même anomalie, cette même sensation de pièce qui ne s'emboîtait pas tout à fait. Et sur le mur derrière le bar, il y avait des photographies, des dizaines, peut-être des centaines, épinglées en couches superposées. Des photographies de camions, des Kenworth, des Peterbilt et des Freightliner, des anciens et des nouveaux modèles, tous garés sur le bord d'une route qui ressemblait à la Dalton Highway. Et devant chaque camion, un conducteur, posant, souriant, regardant l'objectif comme s'il venait de terminer une course réussie et voulait commémorer le moment. Je reconnus certains des visages des rapports de personnes disparues. Des conducteurs qui avaient disparu sur les routes du Nord au fil des ans. Des conducteurs dont les camions avaient été retrouvés vides et abandonnés. Dont les familles n'avaient jamais su ce qui leur était arrivé. Ils étaient tous là. Tous sur ce mur. Tous souriant à l'objectif comme si rien n'allait pas. Tu seras aussi sur le mur, dit la chose avec mon visage. Tout le monde finit sur le mur, éventuellement. Ce n'est pas si mal. Tu t'y habitues. Tu oublies à quoi ça ressemblait avant. Tu oublies que tu as jamais voulu autre chose. Non. Je reculai vers la porte, les mains tendues devant moi comme si cela pouvait les arrêter s'ils décidaient de me charger. Je ne reste pas ici. Je remonte dans mon camion et je conduis hors d'ici et je rentre chez moi. Ton camion est vide. Plus de carburant, et même si ce n'était pas le cas, ça ne changerait rien. Tu ne peux pas conduire hors d'ici, Rylan. Personne ne conduit hors d'ici. La seule façon de sortir, c'est de marcher, et personne ne survit à la marche. Le froid les prend. Il les prend toujours. Les autres figures dans le relais routier bougeaient maintenant, se rapprochant, m'entourant. Je pouvais voir leur visage plus clairement,
et l'anomalie était plus évidente de près. Une peau trop lisse. Des yeux qui ne clignaient pas, des bouches qui souriaient mais ne correspondaient pas aux expressions au-dessus. Ils étaient des copies, des imitations, des choses qui portaient des visages humains mais n'étaient plus humaines. Je heurtai la porte avec mon dos et attrapai la poignée. La chose avec mon visage secoua la tête. Tu mourras là dehors. Il fait -50 ce soir et ton camion est mort. Tu ne ferais pas un mile. Reste ici. Reste avec nous. Il fait chaud ici. C'est sûr. Sûr. Je regardais ces visages souriants et vides, et je pensais à ce que cela signifierait de rester, de devenir l'un d'eux, d'oublier ma femme, ma vie, tout ce que j'avais été avant de prendre cette course. De finir sur ce mur avec tous les autres, souriant à un appareil photo, figé dans un moment qui durerait pour toujours. J'ouvris la porte. Le froid me frappa comme une agression physique, si intense que je haletais et sentis l'air gelé dans mes poumons. La chose avec mon visage m'appela derrière moi, des mots que je ne pouvais pas comprendre à cause du rugissement du sang dans mes oreilles. Je ne regardais pas en arrière. Je sortis dans la nuit et tirai la porte derrière moi et commençai à marcher. Mon camion était une forme sombre sur la route devant moi, mort et silencieux. Je passais devant sans m'arrêter. Il n'y avait rien pour moi là-bas. Le carburant était épuisé. Et même si ce n'était pas le cas, je n'étais pas sûr de faire confiance à quoi que ce soit concernant ce camion. Je n'étais pas sûr que ce soit vraiment mon camion. Je n'étais pas sûr que quoi que ce soit vraiment ce qu'il semblait être ici. Le froid me tuait. Je pouvais le sentir. Sentir mon corps s'éteindre pièce par pièce. Mes doigts partirent en premier, puis mes orteils, puis mes mains et mes pieds. Les frissons s'arrêtèrent après quelques minutes, et je savais que c'était mauvais. Savais que cela signifiait que ma température corporelle chutait trop bas, mais je continuais à marcher. La route s'étendait devant moi, vide et sombre, et je la suivis parce que c'était la seule chose qu'il me restait à suivre. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Le temps avait cessé d'avoir un sens. L'obscurité était absolue. Pas d'étoiles, pas d'aurore boréale, rien que le ciel noir et la neige blanche et la ligne grise de la route coupant à travers. Je ne pouvais plus sentir mes jambes, mais elles continuaient à bouger, un pas après l'autre, me portant en avant à travers la nuit gelée. Je pensais à Joël. Le vrai Joël, de retour à Fairbanks avec sa femme et ses enfants, se demandant ce qui m'était arrivé. J'espérais qu'il ne viendrait pas me chercher. J'espérais qu'il resterait chez lui, là où c'était sûr, et ne conduirait plus jamais sur ce tronçon de route la nuit. J'espérais qu'il se souviendrait que je n'avais pas écouté, que je n'avais pas fait demi-tour, et qu'il apprendrait de mon erreur. Je pensais à Mara, à la centrale, remplissant les papiers qui me listeraient comme disparu. Un autre conducteur parti et jamais revenu. Un autre nom sur la liste des perdus. Une autre famille laissée dans l'incertitude. Je pensais à ma femme. Je pensais à la façon dont elle avait l'air le matin, quand elle était encore à moitié endormie. Je pensais à sa voix au téléphone quand je l'appelais de la route. La façon dont elle avait toujours l'air heureuse de m'entendre, même quand je la réveillais à des heures étranges. Je pensais à toutes les choses que j'aurais dû lui dire et que je n'avais jamais dites. À tous les moments que j'aurais dû apprécier et que j'avais laissé passer. J'allais mourir ici. Je le savais. Le froid était trop profond et j'étais trop loin de tout. Mais je continuais à marcher parce que l'alternative était de retourner à ce relais routier et de devenir l'une de ces choses au visage vide et au sourire vide. Au moins, de cette façon, je mourrais en tant que moi-même. Au moins, de cette façon, je ne finirais pas sur ce mur. Les lumières apparurent quand j'étais sur le point d'abandonner. Pas les lumières bleu pâle de la Tundra. Pas la lueur jaune du relais routier. Celle-ci était différente, plus brillante, des phares en mouvement venant du sud. Je m'arrêtais au milieu de la route et les regardais approcher. Une partie de moi pensait que c'était un autre tour, un autre leurre, comme le camion qui avait été une copie du mien. Mais une partie de moi était trop fatiguée et trop froide pour s'en soucier. Si c'était un tour, alors c'était un tour. Au moins, ce serait terminé. Le camion s'arrêta devant moi. Un grand Peterbilt rouge et chromé avec des feux de circulation allumés et une antenne CB sur le toit. Réel, solide, la chose la plus belle que j'ai jamais vue. La portière du conducteur s'ouvrit et un homme en descendit. Il était grand, aux épaules larges, avec une barbe grise et un visage buriné. Il me regarda debout là, au milieu de la route, et son expression passa de surprise à inquiète à quelque chose comme de la peur. «
Bon sang, dit-il. Combien de temps es-tu resté dehors? Tu as l'air à moitié mort. J'essayais de répondre, mais ma bouche ne fonctionnait pas. Le froid était allé trop profond. Je ne pouvais plus rien sentir. Ne pouvais plus faire à mon corps ce que je voulais qu'il fasse. L'homme m'attrapa et me porta à moitié jusqu'à son camion, me hissant dans la cabine. La chaleur à l'intérieur était accablante, douloureuse, comme être poignardé par 1000 aiguilles alors que ma peau gelée commençait à revenir à la vie. Je restais assis là, tremblant et haletant, tandis que le conducteur reprenait place derrière le volant et mettait le camion en marche. « Je t'emmène à Coldfoot, dit-il. Il y a un poste médical là-bas. Il faut te faire examiner. » Je lui demandai ce qui était arrivé à mon camion. J'essayais de lui expliquer les lumières, la radio, le relais routier avec les mauvaises personnes, mais les mots ne sortaient pas correctement. Ils s'en mêlaient, se mélangeaient. Et je pouvais voir d'après son expression que je ne faisais aucun sens. « Ce n'est pas grave, dit-il. Repose-toi. On va te remettre d'aplomb à Coldfoot. » Je me penchai en arrière dans le siège et fermai les yeux. La chaleur s'infiltrait en moi, chassant le froid, me ramenant à la vie. Je pouvais sentir mes doigts à nouveau, mes orteils, les parties de moi que j'avais cru perdues pour de bon. J'allais survivre, d'une manière ou d'une autre. Incroyablement, j'allais survivre. J'ouvris les yeux et regardai le conducteur. Les lumières du tableau de bord projetaient son visage dans des ombres vertes et rouges, lui donnant un air étrange, inconnu. J'étudiai son profil, ses mains sur le volant, la façon dont il se tenait sur le siège. Il avait l'air normal. Il avait l'air humain. Mais la chose dans le relais routier avait aussi l'air normal au début. Tout comme eux tous, jusqu'à ce que vous vous approchiez assez pour voir ce qui n'allait pas. « Comment tu t'appelles » demandai-je. Ma voix était rauque, à peine audible. Il me regarda. « Garrison, dit-il. Pete Garrison. Je transporte du fret depuis Fairbanks, comme toi à en juger par ton camion là-bas. C'était le tien, non? Le Kenworth bleu. » Je hochai la tête. Je l'ai passé il y a environ 5 km. Il avait l'air que tu avais épuisé ton carburant. Mauvaise chance de tomber en panne sèche ici, au milieu de nulle part. Tu as de la chance que je sois passé quand je l'ai fait. Je continuai à le regarder, continuant à chercher les signes, la peau trop lisse, les yeux qui ne clignaient pas, le sourire qui ne correspondait pas au reste du visage. Mais je ne vis rien de tout cela. Il avait simplement l'air d'un conducteur normal, fatigué, d'âge moyen, faisant son travail lors d'une nuit froide. « Combien de temps jusqu'à Coldfoot » demandai-je. « Environ 65 km. 1h30, peut-être, selon les conditions. Repose-toi. Je vais t'y emmener. » Je m'installai dans le siège et regardai la route à travers le pare-brise. Les phares coupaient à travers l'obscurité, me montrant la même route vide que j'avais conduite toute la nuit, la même tundra gelée, le même ciel noir. Mais cela semblait différent maintenant. Cela semblait normal, comme si j'avais traversé depuis l'endroit où j'étais pour revenir dans le monde que je connaissais. Les bornes kilométriques commencèrent à réapparaître. 95, 90, 85. Comptant à rebours vers Coldfoot, vers la sécurité, vers la fin de ce cauchemar. Je les regardais passer, et je me laissais croire que c'était vraiment terminé, que j'avais réussi, que je rentrais chez moi. Nous atteignîmes Coldfoot alors que le ciel commençait à s'éclaircir à l'est. Le petit groupe de bâtiments apparut autour d'un virage de la route, des lumières brillant aux fenêtres, de la fumée s'élevant des cheminées. De vrais bâtiments, de vraies personnes. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir un relais routier de ma vie. Garrison se gara dans la zone de stationnement et m'aida à descendre de la cabine. Il y avait d'autres camions là, d'autres conducteurs qui se déplaçaient. L'agitation ordinaire d'un relais routier tôt le matin. Je restais là dans le froid et le respirais. Cette belle réalité banale que je pensais ne plus jamais revoir. Le poste médical est là-bas, dit Garrison, pointant vers un petit bâtiment au bord du parking. Fais-toi examiner. Tu as eu une sacrée frayeur cette nuit. Je le remerciais. J'essayais de trouver des mots pour ce qu'il avait fait, pour ce que cela signifiait qu'il soit passé quand il l'avait fait, mais rien ne semblait adéquat. Il hocha simplement la tête comme si ce n'était rien, comme si n'importe quel conducteur aurait fait la même chose, et remonta dans son camion. Je le regardais quitter le parking et se diriger vers le nord, vers Dead Horse, vers la route que je venais de fuir. Ses feux arrière diminuèrent dans la distance,
puis disparurent derrière une courbe, et il fut parti. Le poste médical me remit sur pied. Gelure légère aux doigts et aux orteils. Un peu d'hypothermie, rien de permanent. Ils me demandèrent ce qui s'était passé et je leur dis que j'avais épuisé mon carburant et avait dû marcher. Je ne leur parlais pas des lumières, de la radio, du relais routier. Je ne leur parlais pas de la chose qui portait mon visage. Ils m'auraient pris pour un fou. Peut-être que je l'étais. Peut-être que toute la nuit avait été une hallucination provoquée par le froid, l'épuisement et trop d'heures seul dans le noir. J'appelais ma femme depuis le téléphone du poste. Elle pleura en entendant ma voix. Elle s'était inquiétée quand je n'avais pas donné de nouvelles. Avait appelé la centrale toutes les heures à la recherche de mise à jour. Je lui dis que j'allais bien. Je lui dis que je l'aimais. Je lui dis que je rentrerais bientôt. Puis j'appelais Mara à la centrale pour signaler ce qui s'était passé. Elle fut soulagée que je sois en sécurité, mais aussi confuse. « Ton camion est à Coldfoot, dit-elle. Il est arrivé il y a environ 2 heures. Un de nos autres conducteurs l'a amené. Il a dit qu'il l'avait trouvé sur le bord de la route avec le moteur en marche et personne à l'intérieur. Il a supposé que tu avais fait de l'autostop avec quelqu'un et qu'il ne devait pas le laisser là-bas. Je sentis quelque chose de froid me traverser, qui n'avait rien à voir avec la météo. Quel conducteur, demandai-je. Qui l'a amené? Elle vérifia ses dossiers. Pete Garrison. Il fait la route de Dead Horse, comme toi. Il a dit qu'il avait essayé de te joindre par radio mais n'avait pas eu de réponse, alors il a simplement conduit ton camion à Coldfoot et l'a laissé sur le parking. Je sortis et regardai la zone de stationnement. Mon camion était là, le Kenworth bleu, garé à un emplacement près de la station de carburant, ayant exactement la même apparence que lorsqu'il avait quitté Dead Horse une éternité plus tôt. Je marchais vers lui lentement, mon cœur battant, mes mains tremblantes. La cabine était vide. Les clés étaient dans le contact. Le niveau de carburant indiquait le plein, comme s'il n'avait jamais été vide. Comme si toute la nuit de conduite, de panne de diesel et de marche dans l'obscurité gelée n'avait jamais eu lieu. Je grimpai à l'intérieur et m'assis sur le siège du conducteur. Tout était pareil. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Mon thermos de café dans le porte-gobelet. Mon carnet de bord sur le tableau de bord. Mon manteau accroché au crochet derrière le siège. Le manteau que je portais en ce moment. Le manteau que j'avais porté toute la nuit. Je regardais le manteau sur le crochet. Je regardais le manteau que je portais. C'était le même manteau, exactement le même manteau. Quelque chose sur le tableau de bord attira mon regard. Une photographie glissée dans le coin du pare-brise, là où la visière rencontre la vitre. Je la sortis et la regardai. C'était une photo de moi debout devant mon camion sur le bord d'une route qui ressemblait à la Dalton Highway, souriant à l'objectif, ayant l'air d'avoir terminé une course réussie et voulant commémorer le moment. Je n'avais jamais pris cette photographie. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Mais me voilà, souriant, heureux, figé dans un moment qui durerait pour toujours. Je pensais à ce mur dans le relais routier, tous ces conducteurs, toutes ces photographies, toutes ces personnes qui étaient parties sur la route et n'étaient jamais revenues. Je pensais à Pete Garrison, qui m'avait ramassé au milieu de nulle part et m'avait conduit en sécurité. Pete Garrison, qui avait d'une manière ou d'une autre aussi amené mon camion à Coldfoot en même temps. Pete Garrison, dont j'avais observé le visage pendant tout ce trajet, cherchant des signes d'anomalie. Cherchant une preuve qu'il était l'un d'eux. Je n'avais jamais vu de signes, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas là. Je quittai Coldfoot ce matin-là et conduisis vers le sud, vers Fairbank, vers la maison. Je n'ai pas conduit sur la route du Nord depuis. Je ne suis pas retourné à Dead Horse ou conduit sur la Hall Road la nuit. J'ai dit à ma compagnie que j'avais besoin d'un itinéraire différent, et ils m'en ont donné un, sans poser de questions. Peut-être pouvaient-ils voir quelque chose dans mon visage. Peut-être avaient-ils entendu des histoires d'autres conducteurs. Peut-être savaient-ils. J'ai toujours la photographie. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée. J'aurais dû la brûler. J'aurais dû la jeter et ne plus jamais y penser. Mais je l'ai gardée. Et parfois, tard le soir quand je ne peux pas dormir, je la sors et la regarde. L'homme sur la photographie, c'est moi. J'en suis sûr. Même visage, mêmes yeux, même cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec la façon dont il sourit. Quelque chose qui ne correspond pas. Et parfois, quand je regarde cette photographie,
Je ne suis pas sûr de savoir lequel de nous deux est sorti de ce relais routier. Je ne suis pas sûr de savoir lequel de nous deux est encore là-bas.